Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Ce soir, samedi, nous allons parler de l'actualité de la semaine à Mayotte. Que s'est-il passé chez nous? Beaucoup de choses que je vous propose de retrouver juste après avec mon invité. J'ai rejoint mon invité, je vous le disais tout à l'heure. Alors, il s'agit d'Hassan Mohamed, connu sous le nom de AC, et vous êtes responsable, coordinateur à Hip Hop Evolution. Bonjour AC, on va vous appeler comme ça durant l'émission. Bonjour. Alors, on est avec vous pendant 50 minutes pour parler de l'actualité à Mayotte, des sujets qui ont été diffusés sur notre chaîne et qui ont marqué les Mahorais cette semaine. On va commencer par les élections, ça ne nous a pas échappé, on est en pleine campagne encore. Et les élections, c'est aussi des problèmes notamment de procuration, comme on le voit dans ce reportage. Regroupés par clan, les militants de différents partis sont restés aux alentours de leur bureau de vote toute la journée. Ils veulent tous voir leur candidat sortir vainqueur du premier tour. À Mamoudzou, sur 12 348 électeurs inscrits, 6 893 personnes ont voté. Parmi les recalés, quelques malchanceux comme cet électeur. Parce que moi, je me suis présenté et ils me disent qu'ils ne voient pas mon vote. Je ne vois pas pourquoi. D'après ce qu'il m'a dit là, il faut que j'aille au tribunal. Les militants de Niamoja doutent de la validité des procurations qui faites par les militants de l'UMP. Selon eux, celles-ci concernent des électeurs qui seraient décédés, mais les points de vue ne sont pas les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de vote. Les versions sont différentes, comme ici à Kawini. À voter. Au niveau de mon bureau, oui, il n'y a pas de souci. Les gens, ils ont compris que c'est chacun son tour. Après, je ne veux pas de vague, donc ça se passe très bien. Même ambiance crispée du côté de Sada. Toutes ces personnes qui attendent dans le bureau du greffier ne sont pas inscrites parmi les votants. Une situation qui a obligé plus d'un à rentrer sans avoir pu voter. Mais pour ces Mahorais, le vote est trop important. C'est une manière pour eux de continuer le combat de leurs aînés. Aujourd'hui, ils attendent des élus à la hauteur des défis économiques et sociaux. Il faut maintenant des élus capables de construire des projets, d'élaborer des axes de progrès, en l'occurrence le social, les aides aux familles, les aides aux bakoko, les cocos, voir l'avenir de demain, qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse d'aujourd'hui, mais à la fois aujourd'hui, mais la génération qui va vieillir, à savoir qu'aujourd'hui ceux qui travaillent n'ont pas le temps de s'occuper de leurs grands-parents. Dans l'ensemble, l'électorat mahorais a voulu remplir son devoir de citoyen. Alors malgré une certaine déception vis-à-vis des politiciens, l'espoir est encore là. L'espoir de voir Mayotte avancer semble tout de même plus fort que toutes les rancœurs. On le voit dans le reportage, des procurations qui n'ont pas été validées, mais les Mahorais quand même ont tenu à se présenter dans les bureaux de vote. Vous, est-ce que vous avez été voté par exemple? Moi, c'est tout simple, je ne vote pas pour une simple raison, parce que je ne suis pas français. Je suis en journée et voilà, je viens à Mayotte depuis quelques années avec une carte de séjour. Donc oui, c'est très embêtant, ne serait-ce d'arriver de croire qu'on va voter et qu'on ne vote pas. Je pense que les mairies doivent faire, comme chaque année qu'on le dit, mais ils ne le fassent pas. Mais bon, doivent faire le nécessaire pour que les gens puissent avoir ils puissent se faire recenser, comme quoi ils puissent voter, parce que chaque année on a les mêmes problèmes. Même il y en a qui politisent la situation, ils disent voilà, ils le font exprès pour qu'on ne puisse pas voter. Et je pense aussi ça aussi les habitants de la population doivent aussi veiller à savoir s'ils sont toujours sur les listes ou pas. Alors, vous dites que vous n'avez peut-être pas voté, mais vous avez quand même vécu l'ambiance de la campagne, j'imagine, parce que de partout à Mayotte, Mayotte a eu le taux record en fait de participation, si on compare à la métropole et aux autres départements. Donc, Mayotte était quand même vraiment en ébullition. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette campagne? Déjà, Mayotte, les gens y votent plus que les autres départements. C'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils jouent le jeu démocratiste. Donc, il y a aussi les politiciens qui font leur jeu, qui informent, qui incitent les gens à aller voter. Donc c'est une très bonne nouvelle. L'ambiance, elle est très
magique parce que même s'il y avait des groupes, il y avait des groupes politiques, entre parenthèses, ils s'aimaient pas, mais bon, il y avait ce lien familial, le fait de vouloir atteindre cet objectif-là, rassembler la population sur une même objectif, ce qui était très très enrichissant. Ne serait-ce moi, danseur, de voir ça, les gens se parlent, échangent, travaillent pour atteindre cet objectif. Je pense, même si c'est de politique, mais je pense que c'est une belle leçon qui nous donne qu'on peut aussi l'utiliser sur d'autres, on va dire, manières ou d'autres disciplines. Donc voilà. Et sans citer de nom en particulier ou de parti, quel qu'il soit, est-ce qu'il y a des programmes qui vous ont séduit plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez trouvé intéressants ou des choses que vous avez trouvé qu'il fallait peut-être améliorer ou qui manquaient tout simplement? Moi, je dirais personnellement, je pense que chaque fois les politiciens ils viennent, ils nous reflètent une vérité, une réalité ils l'ont écrit, mais on sait bien que c'est très difficile de le mettre en place vu les problèmes économiques que le monde y vit actuellement et de l'insécurité que Mayotte y vive. Donc je pense que voilà, ils ont raison un peu de nous faire rêver parce que là on a besoin de rêves pour continuer à se lever chaque matin pour avancer, mais il faut veiller le maximum, de faire le maximum pour essayer de le respecter, ce charte que eux ils écrivent, eux ils veulent le faire, mais en tout cas il faut faire en sorte que le maximum d'arriver à se coller là-dessus, quoi, parce que chaque année on voit des politiciens décider, on les vote et voilà, en tout cas la population n'est pas au courant des difficultés qu'eux ils racontent. Donc je pense que il faut essayer le maximum de lycée et de laisser les égos de côté, surtout de ne pas se dire qu'on est là pour faire employer nos familles et nos copains. Donc on est là pour Mayotte, on est là pour faire avancer les choses. Alors dans le reportage, la personne elle disait à un moment donné, elle aimerait bien voir les politiciens une fois élus s'occuper de ça, notamment de la jeunesse. Vous qui travaillez avec les jeunes, est-ce que vous avez l'impression que nos politiciens se préoccupent de la jeunesse mahoraise? Je veux dire oui et non, parce que il y en a qui le font. Moi je vais citer pas les noms, mais bon, les communes. Il y en a qui jouent le jeu, notamment dans la commune de, on va dire, attends, le nom m'échappe, dans la commune de Sada, parce que nous les jeunes, lorsque je vais travailler avec eux pour ne serait-ce que la danse, les jeunes ils sont là, on a la salle, on a une certaine point de vue que eux ils jettent envers eux, même si c'est pas dans toutes les activités malheureusement, mais je pense que certaines mères, même si j'arrive pas à les compter parce que c'est négatif, mais il y en a qui le font et j'ai envie de les encourager, que c'est la bonne voie parce que c'est la future génération, et quand on va leur donner les bonnes manières, les bonnes éducations, eux ils vont continuer à perpétuer ce bon côté. On va continuer avec un autre sujet, donc quand même un sujet qui a marqué encore cette semaine, celui des mosquées ici à Mayotte, la fréquentation des mosquées de moins en moins importante, semble-t-il, selon une enquête qui a été menée. On regarde ce reportage, on en parle juste après. L'article publié dans France Mayotte ce matin suscite de vives réactions dans la rue. Après la prière de midi, les fidèles ont tenu à s'exprimer sur le sujet. Ils démentent cette étude qui révèle que les hommes pieux ne fréquenteraient pas assez les mosquées à Mayotte. Leo de Ruonao, amba usilamu watunu, leo de wa évoluer. Leo de wa huwa, wabuha amba kula mtu asujua leo mana hale. Watu kawakwenda mkirini. Paka mtu akamtumbole amba vale asijimaiza mbati hale ntsonda kaburini. De mtu akwenda mkirini. Donc urtorongwamba i article ile difficile à quantifier car aucune étude publiée n'existe à ce sujet. Pour Ali, qui se rend régulièrement à la mosquée du vendredi de la rue du Commerce, il est important pour lui de faire ses 5 prières dans une mosquée, mais ce n'est pas forcément possible tous les jours. Alors, quand il ne peut pas faire autrement, il fait la prière chez lui. La mosquée de proximité, quand c'est l'heure de la prière, je rentre. Je fais la prière. Quand je rate les moments, c'est à la maison.
D'autres raisons sont évoquées pour expliquer une possible baisse de fréquentation des mosquées. Ce salarié qui témoigne anonymement fait ses prières sur son temps de pause, mais craint qu'il n'ait pas le droit de quitter son lieu de travail pour se rendre dans une mosquée. C'est pas que j'ai peur, non, mais je n'aimerais pas faire du zèle, je n'aimerais pas avoir mes supérieurs sur le dos parce que, ah oui, ah bon c'est ça, hein, vous quittez le lieu de travail pour aller, mais je prends juste les 15 minutes de mon temps de repos et puis je vais aller faire le prière et je reviens. A priori, ça devrait déranger personne. Si c'était un État islamique, on encouragerait plutôt les gens à faire la prière à ces heures-là. Maintenant, comme l'État n'a pas de religion, il garantit l'exercice de la religion, mais ne favorise pas ce genre de choses. En France, la prière pendant le temps de travail est encadrée par le droit d'expression religieuse dans l'entreprise. Il est ainsi stipulé que la pratique religieuse du salarié doit être compatible avec ses horaires, le respect des lieux de travail et les tâches qui lui sont confiées. Pour ces jeunes, faire la prière pendant les jours de cours est une question d'organisation. Soumaïla et ses amis l'ont bien compris. Ils viennent régulièrement à cette mosquée qui se trouve près de leur lycée. Ça dépend. Quand je termine à 11h, je viens ici, j'attends, ou je rentre à la mosquée. Je fais une prière et j'attends. J'attends l'heure de la prière, ou sinon quand je finis à midi, je viens directement à la mosquée et j'attends. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus dur et quand tu as un ami qui ne fait pas la prière et que tu vois que tu fais la prière et que ça t'appartient dans la vie, tu la fais pas et tu dis que voilà, ça t'appartient. Si tu dis que tu es musulman, déjà il faut faire la prière parce que les compagnons du prophète, ils ont dit que celui qui ne fait pas la prière, il n'est pas considéré comme musulman. Ce sujet sur la fréquentation des mosquées relance en tout cas le débat sur la problématique de la prière au travail. La loi autorise l'employé à effectuer ses prières sur son temps légal de pause, mais pas se rendre à la mosquée sur son temps de travail. Si certaines entreprises privées ont choisi de créer un espace dédié à pratiquer les 5 prières, d'autres ne l'envisageraient même pas. Ainsi, de plus en plus de croyants arrivent à se satisfaire de croire simplement en Dieu sans forcément pratiquer les 5 prières de l'islam. Un sujet qui a fait débat cette semaine. Donc, est-ce que vous pensez que réellement, Mayotte, les mosquées sont moins fréquentées? C'est votre impression? Moi, personnellement, non. Parce que généralement, pour voir ça, je ne sais pas comment l'enquête a été faite. Pour voir si les mosquées sont fréquentes ou pas, il faut aller voir surtout la dernière prière, le soir. Parce que c'est là où les gens se regroupent. En tout cas, parce que les après-midi, chacun prie là où la mosquée se trouve, à côté de son travail ou pas. Donc, ce regroupement-là permet déjà de voir si oui ou non. Donc, après, certes, on a l'impression, parce que là, il faut faire l'enquête de notre côté, d'une autre manière, c'est-à-dire enquêter surtout au niveau de la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse-là qui permet de remplir les mosquées. Il y en a qui vont à l'école coranique, donc généralement, le Fundi, en parenthèse, les oblige en tout cas de faire la prière. Donc ces jeunes-là, on les voit, ils sont très très jeunes, ils remplissent. Mais je peux dire oui, on le fait la prière, on le fait. Vous, particulièrement, si je vous pose la question, est-ce que vous fréquentez les mosquées? Est-ce que vous faites vos prières? Wow. Parce que vous dites que la jeunesse, vous parlez de la jeunesse, mais est-ce que vous, aujourd'hui, dans le cadre de vos activités, votre programme de la journée, est-ce que vous arrivez à inclure... Peut-être que je vais choquer plusieurs. Moi, de base, je le dis, je ne fais pas la prière pour une très simple raison, j'arrive pas à accrocher. C'est-à-dire que ne serait-ce que ce qu'on a reçu à l'école coranique, je ne parle pas de savoir, je parle vraiment de coups, de maltraitance, ce qui a fait qu'on a une petite réticence à pratiquer la religion comme on doit le faire. Donc ça a vraiment laissé des traces au niveau corporel, et aussi au niveau psychique, parce que voilà, c'est comme ça. Mais moi je lui dis, moi je suis pas quelqu'un qui fait, on va dire, qui fait du shonga, qui est bordélique. Moi je suis très sain, mais j'arrive pas à accrocher parce que voilà. Mais toute façon, moi personnellement, pour moi, parce que je le dis, je le fais pas pour les autres quand je prie. Pour moi, j'essaie petit à petit d'accrocher, même si c'est très dur par rapport au regard que les imams ont envers nous, ne serait-ce que moi qui suis danseur, voilà,
Et la musique, la musique, c'est incompatible dans la religion. Donc, j'essaie vraiment de m'imposer petit à petit. Et je sais que les choses vont se faire, mais il faut aller doucement, il ne faut pas trop essayer de bousculer les choses. Alors, on le voit dans le reportage, ces jeunes hommes qui disent fréquenter les mosquées. Donc, eux, est-ce que dans le cadre de vos activités, vous avez des jeunes en fait, qui font ce souhait-là ou qui vous manifestent l'envie ou qui le font déjà? Ça vous est déjà arrivé? Comment ça se passe au quotidien? En tout cas, moi, j'essaie vraiment de lisser les choses. Pour une simple raison, c'est-à-dire que je les laisse les jeunes, s'ils veulent, c'est-à-dire le moment de la prière, moi-même je le dis, et on n'est pas un groupe religieux et tout, je dis ceux qui veulent prier, allez-y. Donc, ils y vont. Ouais, ils y vont. Notamment, je vais citer le nom, Mouhidine, l'un de nos imams du groupe. Lui, il y va, il est à l'école coranique, il a 21 ans, il va toujours à l'école coranique. Donc, lui, il essaie vraiment de mixer parce que la danse, pour lui, c'est vraiment un moment pour se surpasser physiquement et chercher la performance. Donc, je pense que si, ça se fait. Et c'est pas du tout incompatible, en fait. Voilà, ça se mélange très bien. D'accord. Assez, on continue avec un autre sujet. On va du côté de Kaweni où les chiens errants sèment la terreur. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Ce matin, l'atmosphère semble plutôt calme. Pas un chien errant, ni de jeunes délinquants, mais les entreprises de cette zone dénoncent une recrudescence d'agressions perpétrées par des chiens errants. Des adolescents les utiliseraient comme armes pour des actes de vandalisme. Les gens qui travaillent aux alentours, ils ont très peur. Moi, je vois encore des gamins, quand ils sortent de l'école l'après-midi, qui voient les chiens, et ils font demi-tour, ils courent, alors que ce sont des gamins d'ici, Kaweni. Donc ils courent, eux, ils ont peur de ces chiens-là, parce que très souvent, les gars qui traînent avec ces chiens-là, ils leur demandent d'attaquer aux gens. Très souvent, on les voit même courir derrière des voitures. Donc aujourd'hui, je pense que les gens ont très peur en fait, de cette situation. Pourtant, un lieutenant de la louveterie est présent sur le territoire. Il a à sa charge la régulation des animaux nuisibles susceptibles d'occasionner des dégâts ou de ceux dont la destruction apparaît nécessaire dans l'intérêt public. Mais toujours est-il, la population semble dépassée par le phénomène. Moi personnellement, je vais pas courir parce que voilà, j'ai des clients qui sont là, etc. Mais à un moment donné, je pense que les gens finiront par péter un plomb, finiront par faire quelque chose qui regrettera demain. Et j'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là aujourd'hui parce que ça devient de plus en plus craignant dans le quartier. Il y aurait entre 10 et 15 000 chiens errants sur le territoire. Et souvent, en l'absence de mesures efficaces, certains décident de régler eux-mêmes le problème. Pour exemple, l'année dernière, des chiens pendus ont été retrouvés en plein centre-ville de Koungou. Une situation de plus en plus problématique, on le voit assez, des entreprises qui se sentent menacées, enfin des salariés, des habitants, pareil. Est-ce que vous, ce sujet vous fait réagir ? Tout à fait, parce que les chiens, ne serait-ce comment les jeunes les dressent, parce que les jeunes pour eux c'est pas un animal de compagnie comme on le voit on va dire dans l'Occident généralement. Un chien pour eux c'est une arme, une arme de défense, ou pour certains d'une autre manière ça peut être aussi un outil pour chasser les hérissons, ou en tout cas voilà. Mais en tout cas c'est pas vraiment l'ami qu'on parle. Donc les jeunes l'utilisent vraiment comme pression. Par exemple, ne serait-ce pour tabasser d'autres jeunes, ils peuvent amener les chiens pour, en tout cas, utiliser comme arme d'appui. Et donc, plus le groupe se renforce par rapport aux chiens, donc les chiens, pour eux, c'est vraiment une monnaie courante, surtout par rapport aux races aussi, parce que ils essaient aussi, parce que moi j'ai eu des potes, je dis pas heureusement ou malheureusement, en tout cas j'ai eu des potes qui ont fait l'expérience, c'est-à-dire ils essaient vraiment de voler entre parenthèses des races pour qu'ils soient bien armés. D'accord, donc en fait ça se joue à ce niveau-là. Voilà. On choisit pas n'importe quel chien. Tout à fait. On ne choisit pas des labradors qui vont rien faire, juste aboyer, mais on essaie vraiment d'avoir la plus belle race pour faire peur à l'autre. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Et je pense que la solution, c'est vrai que les parents, parce que chaque fois je le dis, et je le dis aux jeunes, que je suis sûr qu'on connaît tous les voleurs. On connaît tous ceux qui font ça, qui font le mal dans le village, mais on a peur de les dénoncer. Donc il faut que, si les politiques ils peuvent, ou si le gouvernement peut aider
à la population, à les amener à comment faire parler, dire les choses. Parce qu'on sait que lui, telle chose, lui, il a du matériel qui a été volé, mais on n'ose pas le dire, on a peur de lui. Donc il faut commencer à déjà, pas dire carrément éduquer, mais informer que c'est possible et on peut être protégé. Mais cette situation des jeunes qui se baladent avec des chiens, qu'ils dressent pour agresser, c'est un phénomène nouveau quand même à Mayotte, même si ça s'attend à se répandre. Avant à Mayotte, on ne voyait pas des chiens, c'était pas un animal qu'on avait à côté de soi régulièrement. Oui, de toute façon, les jeunes, dès qu'ils se sont vus que je dis pas les jeunes, mais je pense qu'il y a aussi des adultes dedans, mais dès qu'ils se sont vus que le chien peut être un moyen de pression, je dis on ne sent pas, mais bien dit, les chiens, dans la religion, cette peur-là, en fait, elle est accentuée parce que comme on n'est pas habitué à avoir des chiens. Et du coup, les gens, ils ont peur déjà comment aborder un chien. Et eux, ils utilisent encore cette peur-là envers les habitants. Donc, oui, ça fait peur tout ça. Des jeunes qui agressent d'autres personnes avec ces chiens. Donc, à Mamoudzou, pour justement venir à bout de la violence juvénile notamment, la solution a peut-être été trouvée via la vidéosurveillance. On regarde ce sujet. C'est très important d'installer parce que vous savez les problèmes qui se posent maintenant dans le monde entier. Et donc il y a les terroristes, il y a tout. Donc c'est très important d'installer afin que la sécurité s'améliore. Bon, moi j'espère que pour poser des caméras partout dans Mamoudzou, j'espère que c'est bien parce que comme il y a du vol, si les caméras voient le vol comme ça sera bien de les repérer. Serikali washindi watushinda kufanya ntogo ya wanatawana bahuka wazazi wakeradi watawa haina kartia wazazi watawa warongoze waparar mabunjilia warongozo na hao. Alors, c'est un sujet qui traite plutôt des réactions des habitants face à ce dispositif qui va être mis en place probablement par la mairie de Mamoudzou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis pas très favorable parce qu'on va gaspiller encore des sous pour rien. Pour rien, c'est-à-dire parce que les caméras, ne serait-ce que lorsqu'on sait qu'il y a une caméra qu'on veut faire quelque chose de mal, on sait qu'on doit se protéger le visage, donc on doit se couvrir. Donc les gens, automatiquement, ils peuvent faire ça. Et déjà ça, ils peuvent tricher. Je pense qu'il faut commencer la racine. Il faut commencer par comprendre le problème, pourquoi il est venu ce problème-là, parce que on a tout le temps répété. Le problème de la violence, la délinquance. Violence, tout à fait, de la délinquance. On a toujours répété, il y a 60% des jeunes de la population mahoraise et de moins de 25 ans. Après, on le disait, on n'a pas mis des dispositions en place pour permettre à ces jeunes-là d'avoir accès à la culture ou à l'éducation pour qu'ils puissent s'épanouir et pour qu'ils puissent devenir des ados ou des adultes responsables. Je pense qu'on va encore une fois essayer essayer de faire semblant de réparer les choses alors que non. Une caméra... certes, si par hasard la personne ne sait pas qu'il y a une caméra et qu'il fait il a fait le mal il y reste. On peut le retrouver, c'est bien, mais après on répare pas. En tout cas, on prévient pas le problème. On est toujours là en train de sanctionner, mais pas de prévenir. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en sachant qu'il y a des caméras, ça va justement faire en sorte que les jeunes vont réfléchir à deux fois avant de commettre un acte de violence ou de délinquance? Ouais, je vais dire plutôt ils vont essayer de délocaliser le problème. Tout simplement parce que quand on sait que, je pense que quand on sait que la police est là, on fait pas de problème. Quand on sait qu'il n'est pas là, on le fait. Donc ils vont repérer les lieux où sont placées les caméras et ils vont aller ailleurs, on peut les fréquenter, d'accord. Donc ça va devenir comme ça et il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut encore revenir au problème de base parce que continuer toujours à chercher à sanctionner, ça va pas avancer les choses. Par exemple, la prison, lorsque j'ai découvert que 100% des détenus sont des jeunes de moins de 25 ans, ça fait peur ça. Donc ces jeunes-là, ils vont passer leur pré-adulte en prison, ils vont sortir à 30 ans, ils vont pas avoir de repères, ils vont retomber dans le délit et ils vont repartir en prison. Donc je pense que là maintenant il faut chercher il faut mettre des pourcentages. Si on doit investir sur des caméras, il faut le budget, il faut bien le partager, faire des actions de prévention que des actions de sanctions.
Merci beaucoup Assé pour ces précisions. On a bien compris, vous n'êtes pas forcément pour ce dispositif. On fait une petite pause et on se retrouve juste après pour la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Vous êtes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info, toujours avec moi Assé, que l'on connaît par l'association Hip Hop Evolution. Vous êtes coordinateur de cette structure. Voilà. Et Assé, on va parler de l'actualité. On continue avec un sujet qui n'est pas très réjouissant, avec un procès en assises. Un petit garçon, il y a quelques années, en 2011, est décédé à l'âge de 3 ans suite à des blessures. On regarde ce reportage. Le 21 août 2011, le petit Isaac, 3 ans, succombe à ses blessures. Des blessures qui font suite à des coups portés par sa mère et son beau-père, originaire de Bandrélé. L'autopsie de son corps révélera alors des centaines de lésions et une mort provoquée par un œdème cérébral et une hémorragie au niveau droit du cerveau. L'enquête attestera par la suite que le petit garçon était victime de maltraitance très régulière depuis plus d'1 mois. Ses parents seront très vite placés en détention. Lors d'un premier procès en cour d'assises qui s'est tenu en décembre 2012, la mère du garçon et son beau-père sont poursuivis pour violences volontaires ayant entraîné la mort. Ils seront condamnés respectivement à 18 et 20 ans de prison. Mais le couple a alors décidé de faire appel. L'audience qui s'est tenue hier et aujourd'hui a donc dû replonger dans les détails de ce dossier très douloureux. Ce matin, le procureur de la République a requis une peine de 20 ans d'emprisonnement pour les 2 accusés. Les jurés ont tranché en fin de journée après plus de 2 heures de délibéré. Le couple a été à nouveau reconnu coupable. La mère d'Isaac et son beau-père sont condamnés tous 2 à 20 ans de prison. Le verdict est tombé, 20 ans de prison pour le couple avec ces violences qui ont été faites à cet enfant qui est décédé suite à cela. Qu'est-ce que vous en pensez à ces convoyés, ces images, ce reportage? Déjà, je suis horrifié parce que être maman et être papa, on ne doit pas avoir ces réactions-là. Comment je dirais, je ne peux même pas mémoire en plus. Vous avez l'air bouleversé là. Ouais, c'est horrible parce que moi-même j'ai un fils et je me vois pas du tout le taper. Et en plus, lorsque on m'a expliqué les traces que lui il avait, c'était. Donc, je comprends même pas ce qu'ils avaient dans la tête à ce moment-là. En plus, ils étaient 2, c'est pas le père ou la maman qui part folie, mais 2 être complices, battre. Mais là, je me dis encore une fois, est-ce qu'il y avait les voisins, il n'y avait pas de voisins, est-ce qu'ils étaient au courant, est-ce que personne qui était au courant, un enfant de 3 ans, c'est horrible. Bon, je vais essayer quand même de parler, de dire mon sentiment là-dessus. Donc, je pense que ça a été même pour moi une honte de faire appel en tant que parent, par rapport à l'acte qui a été fait, même si le droit le permet, mais c'est comme si de dire non, on n'a pas fait assez de mal, non mais les parents, faut que ça soit clair quoi. C'est vous qui travaillez beaucoup avec les jeunes, est-ce que vous avez déjà eu justement des retours d'enfants qui ont été maltraités ou qui ont été maltraités par leurs parents ou par leur entourage? Ça vous est déjà arrivé? Sans citer de nom ou Oui. C'est pas directement l'enfant qui a subi des coups. C'est par rapport, il m'avait dit l'enfant tout simplement que son père il a tabassé sa maman. Et comment vous réagissez quand moi, vous entendez ce genre je l'écoute et je l'isole, on en parle, je l'écoute et j'essaye de faire quoi, d'essayer de dire à l'entourage, que ce soit l'oncle ou le frère du papa, de conseiller ou d'essayer de parler au papa que voilà, ce qu'il a fait c'est pas bien. En tout cas, j'essaie vraiment d'être parce que je suis pas formé pour ça, mais en tout cas j'essaie vraiment d'être le plus sincère ou le plus efficace dans ces moments-là.
Et donc le petit, j'essaie aussi de faire en sorte qu'il ne se sent pas rejeté, parce que s'il voit les jeunes, ils n'ont pas de problèmes familiaux. Il n'y a que lui. Faut essayer aussi de l'intégrer dans le groupe sans trop l'isoler. Et ça crée des problèmes comportementaux oui, justement moi je le vois. Je le vois parce que très souvent ils viennent pas à l'entraînement, ils viennent, ils se lâchent pas. Et moi j'essaie de comprendre, et après en même temps de ne pas trop leur laisser dans leur monde, de laisser de dire même s'il y a ça, mais il faut avancer vers le positif et de tirer le problème vers le haut et pour le résolver, mais pas laisser rester là et pleurer sur son sort. Et est-ce que vous avez par exemple des partenaires qui seraient aptes justement à prendre le relais quand vous avez des cas comme cela? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pour l'instant non. Parce que voilà, là où on est, en tout cas moi lorsque j'ai appris le mouvement hip-hop, je l'ai appris, c'était pas institutionnel, donc c'était vraiment au feeling, c'était mais vous rencontrez quand même beaucoup de choses, voilà. Donc c'est on va dire que c'est en tout cas c'est négatif ou aussi positif, parce que nous on a appris dans le temps, on a appris comment parler, comment insister, mais là comme tu viens de me le faire penser, voilà, je pense que ça serait bien d'avoir des associations qui s'occupent des jeunes et d'essayer de les faire intervenir dans la nôtre. Alors assez, on va quitter le monde de la danse, on va aller du côté de la course. Oui. On va aller courir un petit peu. Ça s'est passé le week-end dernier, le trail des Maquis, les images. L'important était de participer. C'est la phrase qui animait, semble-t-il, tous les coureurs. Ils ont mené leur course jusqu'au bout. Seule ombre au tableau, le mauvais temps qui s'est abattu sur les participants. Mais qu'à cela ne tienne, la bonne humeur a triomphé. Le sergent Chamsidine, organisateur, en est d'ailleurs ravi. Que tout s'est bien passé, tout le monde a répondu présent. La météo a été clémente avec nous au début, mais bon, une grosse averse qui a un peu perturbé le cycle des événements. Mais sinon, vraiment une réussite encore cette année. 150 coureurs, hommes et femmes, pour le trail des Maquis s'est lancé pour 35 km de parcours vers Soulou, en passant par Tingoni puis Sohoa, pour boucler la boucle et revenir au bataillon du service militaire adapté. Petit frère du trail des Maquis, le trail des Roussettes, 19 km. Il a réuni 200 personnes cette année. Et c'est Wildan Idrissa qui a terminé vainqueur après 1h28 de course. Comme j'étais bien préparé, parce que moi, depuis que je suis rentré de La Réunion pour le trail de Bourbon, j'avais pas fait encore de compétition, mais j'ai fait mes préparations. Du coup, pour moi, là, c'est ma première course pour l'année. Et vraiment, je suis très content déjà, parce que là, j'ai pris confiance. Et voilà, ça s'est bien super passé. Et voilà, je suis vraiment très content. On participait aussi à ce grand rendez-vous sportif. 125 bonis pour une marche de 10 km, ainsi que les bambins pour une course d'1 km. Ils étaient au nombre de 50, âgés d'entre 4 et 9 ans. Des jeux étaient proposés aux tout petits. Pour ceux qui l'ont manqué cette année, un rendez-vous est fixé en 2016. Des courses qui seront encore ouvertes à tous. Une course qui a réuni beaucoup de participants et avec un même gagnant qui revient souvent, Wildan Idrissa. En tout cas, je le vois tout le temps en train de courir. Chaque fois que je roule, je le vois, le monsieur il court. Je pense que c'est pour ça qu'il gagne. Donc moi, en tout cas, c'est une très belle course. Ça permet déjà de découvrir le paysage local. Parce que là, j'ai vu, c'était Sohoa. Moi, Sohoa, franchement, c'est l'un de mes coups de cœur de l'île. Et Coconi aussi, je ne le dis pas. Mais donc, ouais, ça permet aussi de voir. Et aussi, pour lui aussi, je pense... c'était une tasse de thé, c'était juste une mini pause entre temps pour se préparer pour d'autres compétitions. Donc moi en tant que compétiteur, je le prends comme ça. En tout cas à son niveau, vu le nombre de compétitions qu'il gagne, c'est juste des compétitions où il se teste pour peut-être un jour finir on aura un champion du monde. Je sais pas. Alors vous le dites, on le voit tout le temps, vous le voyez tout le temps courir, donc le résultat de ses efforts, on le voit ici lors de cette course. Est-ce que vous, dans vos activités, vous le dites souvent aux jeunes avec qui vous travaillez que c'est l'effort qui paye, et est-ce qu'ils le comprennent ça? En tout cas, oui, je pense qu'ils commencent à le comprendre parce que avant, comment dire, ils se disaient qu'il y avait les grands, nous c'est bon, on pouvait faire le minimum. Et petit à petit, moi je danse pas trop actuellement, donc ils se voient obligés de relever le niveau, en tout cas de vouloir danser
comme les aînés. En tout cas, ils s'obligent de s'entraîner encore plus pour atteindre un niveau assez suffisant pour pouvoir s'exprimer en battle. Donc oui, les jeunes commencent à comprendre. Mais après, il faut qu'on leur dise, et on leur trouve des exemples, ne serait-ce notre champion qu'on vient de voir. Donc qu'on leur montre des exemples qui puissent commencer à y croire. Alors vous voyez, donc vous le dites, ils ont de la volonté, mais il faut toujours être derrière eux pour les pousser. Est-ce que sur la durée, vous en avez qui justement abandonnent? Malheureusement, c'est comme ça. Il y en a. Pour quelles raisons principalement ils abandonnent? C'est déjà la difficulté. Il y en a, ils n'acceptent pas que le corps souffre pour y arriver. Il y en a aussi, ne serait-ce que la discipline, ne serait-ce arriver à l'heure pour commencer. Et donc, tous ces petits freins que nous on leur impose. C'est quand même un cadre qu'on leur impose. Un cadre qu'on leur impose devient un frein envers eux. Et je pense que ceux qui restent toujours des bons éléments à la suite. Parce que actuellement, ne serait-ce que les danseurs actuels qui ont commencé depuis l'année 2011, qui restent aujourd'hui, sont aujourd'hui les danseurs référents de Mayotte. Parce qu'ils sont restés, ils sont bien formés, ils sont actifs. Donc je reviens encore. Plus on dira aux jeunes, on montrera des exemples aux jeunes qu'il faut faire comme ça pour atteindre cet objectif-là. Voilà. Et ils peuvent y s'y mettre et on n'aura que du positif, je pense. Alors eux, ils l'ont compris, ce sont les jeunes karatékas qui ont fait une prouesse, qui sont revenus médaillés. On regarde ce reportage. Fiers de leur exploit, les petits karatékas savourent leur victoire grâce à ce buffet organisé par leurs parents et les responsables du club. Un gros travail effectué par Maître Clément. Le projet a été lancé en octobre 2014. Le comité départemental de karaté de Mayotte, en partenariat avec le conseil général, ont pu donner la chance à ces sportifs de montrer leur talent. On va dire que par rapport aux qualifications ou au championnat de la Réunion jeunes, sur 13 jeunes, nous avons eu 6 médailles, dont 3 en bronze et 3 en argent, avec à la clé 2 qualificatifs championnat de France, que nous allons en tout cas tout faire pour que ces jeunes aillent participer au championnat de France au mois de mai. C'est grâce à leur effort, mais aussi au dévouement et à l'implication des parents que ces jeunes sont récompensés aujourd'hui. C'est un sentiment de fierté sûrement, vu que l'enfant a eu une médaille d'argent, ce qu'on ne s'attendait pas du tout. On l'a envoyé, c'était surtout pour s'amuser, ce sont des enfants, il ne fallait pas mettre la pression. Et au final, ils nous reviennent avec des médailles, donc c'est une très bonne chose pour l'enfant et pour la jeunesse à Mayotte en général. Ainsi, grâce aux 3 médailles d'argent et aux 3 médailles de bronze remportées à La Réunion, Mayotte est enfin représentée dans cette discipline. Plus encore, le karaté ouvre les portes à ces jeunes de peut-être devenir champions de France. Ils ont fait le maximum et ils ont haussé et rehaussé le drapeau de Mayotte, la couleur de Mayotte. Et c'est que le début parce que ils sont motivés et bientôt on va avoir des champions de Mayotte dans ce domaine et local. Au bout de 5 années de travail, ces victoires marquent la réussite du projet mené par les dirigeants du club de Doujani. Avec ce succès, le karaté maoré entre dans une nouvelle dimension. Le meilleur reste à venir. Des jeunes karatékas qui font la fierté de leurs parents, mais également de Mayotte. Vous avez vu le reportage, qu'est-ce que ça suscite comme réaction? C'est une très belle surprise. 6 médailles, waouh! Rien à dire parce que ça montre que Mayotte il est là, les jeunes ils sont là. Parce que là on a commencé à dire que du négatif de la jeunesse. Là ça fait plaisir de voir que les jeunes peuvent arriver. Et c'est un bel exemple, ce que je disais, qu'il faut accompagner les associations. La preuve, l'association elle a bien réussi à former ces jeunes et à nous amener de très beaux médailles. De très belles médailles, excusez-moi. Et aussi, ce que moi j'ai envie de noter, c'est qu'ils étaient à La Réunion. La Réunion qui, en parenthèse, ils sont plus développés que Mayotte. Ils sont censés avoir déjà un très bon niveau. Un bon niveau. Et là, oui, on a pu nous montrer par rapport à nos petits bambous, nos petits machins trucs qu'on a raboté ici à droite pour y arriver. Non, ça fait très 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 plaisir de les voir. Avec peut-être également, il y a aussi une ouverture pour les championnats de France. Les championnats de France. Moi,
Je parie pour une médaille. En tout cas, je sens qu'il y aura une médaille parce que là, ils sont partis avec une belle énergie. Ils ont vu qu'ils sont capables. Et là, je pense que si continuent à travailler sur cet élan qu'ils ont commencé, ils peuvent décrocher une médaille. Donc le karaté à Mayotte, est-ce que vous avez l'impression que c'est une discipline dont vous entendez souvent parler? Et est-ce qu'il y a d'autres activités comme ça que vous aimeriez voir se développer ici? Notamment, à part ce que vous faites, à part la danse notamment. Moi, je pense que le karaté, c'est un grand plus parce que généralement, les danseurs, avant qu'ils viennent b-boy, ils ont toujours des... Qu'est-ce que vous appelez b-boy? Danseur, breaker boy. D'accord, on va... Breaker boy. Et donc, du coup, les b-boys, à la base, ils entrent comme ça dans la danse à l'âge de 14 ans. Alors que si, l'exemple qu'on a eu, les jeunes là, ils commencent à travailler le souplesse des jeunes, travailler leur gainage. Et là, après, s'ils veulent faire de la danse, c'est très très facile pour eux. Donc, pour moi, c'est sans trop dire que c'est un support, ou en tout cas, ça pourrait compléter notre discipline et ne serait-ce aussi avoir d'autres disciplines, d'autres variantes de spectacle, ne pas avoir que de la danse, mais ou du foot, aussi avoir du spectacle de karaté et ainsi de suite. Le hip-hop, on l'a compris, c'est votre affaire et on va continuer toujours dans ce domaine-là, mais sur scène, avec ce concert qui a eu la semaine dernière, Maître Gims, qui était à Mayotte, ce rappeur que les jeunes Mahorais connaissent. On regarde ce reportage, c'était à Combani. Qu'il chante a cappella ou en chœur avec le chanteur, le public connaît les paroles par cœur. Elle n'était pas humaine, le genre de femme qui range du grand délinquant cette semaine. Une bonne et sans pareil, tout le monde doit s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Déchaînés, plusieurs centaines de jeunes de tous les coins de l'île sont venus assister à ce concert tant attendu de Maître Gims. Le rappeur français est resté sur scène et a fait jumper la foule mahoraise pendant plus d'1 heure. Pour le grand plaisir de ses fans, Maître Gims avait concocté un mix de Section d'Assaut, son ancien groupe, et des musiques connues de son dernier album Subliminal. Est-ce qu'on peut filmer le public exceptionnel de Mayotte? Les soirées, comme une évidence, Maître Gims a clôturé avec son tube Je me tire, resté plusieurs semaines au top des charts. De la danse au chant, il n'y a qu'un pas et on y est. Vous avez été au concert de Maître Gims? Malheureusement non, pour plusieurs raisons, parce que là on est en train de préparer le Battle of the Hall qui vient. Mais par contre, l'artiste en elle-même, j'ai écouté, je me suis un peu informé de ce qu'il est. Et oui, ça fait toujours plaisir de voir une belle pointure à Mayotte. Ça montre que l'île est vivante et aussi fait plaisir à notre jeunesse, parce que si on leur donne pas très souvent ce petit piment pour pour rêver, voilà, ils seront, on va dire, dans un monde où rien n'est possible. Mais là, c'est une belle preuve d'amour de nos jeunes, quoi. Alors, quand vous faites vos compétitions, vos entraînements, c'est sur fond musical. Quel est le style de musique, justement, sur lequel vous vous entraînez? C'est quoi vous vous orientez vers quoi, exactement? C'est pas... Nous, on danse pas sur du rap. C'est pas parce que on essaie vraiment d'avoir des chansons qui n'y a pas de voix pour ne pas induire le spectateur dans un univers. Donc je cherche vraiment des sonorités à part. Et puis heureusement ou malheureusement, le breakdance c'est toujours inspiré de mouvements. Ça s'appelle comment? J'ai oublié le nom. Attends, je réfléchis. Des années 80. On appelait ça comment? La danse des années 80, le funky, voilà. Et du coup, ça m'a vu parce que j'y étais pas. Et donc, on danse surtout sur ces rythmes-là parce que c'est bien rythmé, c'est bien jonché au niveau des beats. Et donc, oui. C'est très technique, hein, jonché au niveau des beats. Les beats, c'est. Pour parler de b-boy, il y a un jargon hip-hop en fait qu'il faut maîtriser. Oui, je vais l'expliquer. Excusez-moi, je vais m'expliquer. Les beats, c'est le rythme. Le rythme
en hip-hop, c'est très souvent c'est binaire, on va dire comme ça. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Et plus le beat il est intense, c'est-à-dire il y a des grosses basses et il y a aussi des aigus bien calés, on appelle ça des beats. Et l'objectif, c'est lorsqu'on danse, c'est d'être dans ces sonorités. Dans le rythme. Voilà. Avoir le rythme. Voilà, tout dans à la fait. peau notamment, ça serait, c'est mieux. Ouais. Et là, je voulais aussi en revenir par rapport à Maître Gims, excusez-moi. Je voulais en revenir parce que il faut que les jeunes ils prennent conscience, parce que c'est un monsieur qui travaille beaucoup, qui passe beaucoup son temps au studio que à l'extérieur, que en boîte, que rester juste comme ça, quoi. Donc c'était un gars qui travaille beaucoup ses chansons. C'est pour ça que lorsqu'on les entend, c'est très bien fait. Je pense que moi j'ai regardé le reportage, j'ai senti que sa voix c'est pas celle que j'ai écoutée au niveau de mes écouteurs. Donc c'est une autre voix, mais je pense que au studio il travaille beaucoup pour avoir cette sonorité là. Donc pour revenir aux jeunes, se dire pour arriver à un stade de niveau, il faut vraiment passer son temps, vraiment chercher cette substance ou cette sonorité ou ce pas qui fera la différence, qui fera plaire à la majorité des personnes et pour atteindre le summum. Donc faut pas se dire qu'il est né comme ça, quoi, même si c'est le fils de Papa Wemba. Mais bon. Assez que Hip Hop Evolution, c'est aussi un événement annuel. Vous êtes à la tête de cet événement, donc le Battle of the Year. Faut nous en dire davantage? De quoi il s'agit? Le Battle of the Year, c'est la qualification, on va dire, Mayotte d'abord, pour permettre au groupe qui va gagner de se confronter aux autres groupes nationaux. L'objectif ici, il est très très important, ne serait-ce déjà pour se faire voir, faire valoir son groupe, le travail que les jeunes ont travaillé, en tout cas leur travail eux, le faire montrer à la population que voilà, ils sont pas que des on va dire, ils sont pas l'image que très souvent on leur donne. Donc tous les jeunes, c'est vraiment le moment où on doit tout donner pour se valoriser déjà et pour aussi mettre en avant Mayotte au niveau national. Donc et puis cette année, c'est l'exception, on va dire comme ça, parce que c'est les 10 ans de Hip Hop Evolution. Et déjà oui. Déjà aussi, je vieillis en plus, mais bon. Donc, c'est les 10 ans de Hip Hop Evolution et on a prévu une grosse dispositif, c'est-à-dire qu'on va accueillir d'autres spectacles, on va avoir 2 semaines intenses d'événements, de manifestations, des manifestations qui se retrouvent autour de la danse, que ce soit le théâtre, que ce soit des créations artistiques. Donc c'est très bien rempli. Alors c'est juste une dernière question pour les jeunes qui regarderaient l'émission ou même les parents qui souhaiteraient que leurs enfants participent à votre discipline. Comment ça se passe? Vers qui doivent se tourner? Déjà, moi je dis les parents aient confiance. Parce que lorsqu'on y va là-bas, c'est pour le travail de corps, comment dire, l'expression, comment se comporter, même si on parle pas, mais il y a des postures, il y a des réflexions que nous on traite en groupe et que nous on essaie vraiment d'amener l'enfant vers le côté positif, parce que tout ce qui nous entoure actuellement nous fait peur. Moi en tant que leader me fait peur, voilà, et du coup on essaie vraiment d'inculquer le maximum ces messages là. Et puis deuxièmement, je voulais aussi leur dire que laissez-les danser, parce que danser c'est comme si on se lâchait et parfois on peut avoir quelque chose de négatif et on n'arrive pas à le dire, on n'arrive pas à la sortir. Le fait de danser, ça fait sortir, on lâche et ça permet de l'enfant de pouvoir banaliser les choses, de ne pas dire moi je suis le plus malheureux du monde, il ne m'écoute pas, voilà, et petit à petit il se met dans un petit coin et ça devient de plus en plus négatif. Donc et comment vous joindre? Comment nous joindre? C'est très simple. Il y a la page Facebook Hip Hop Evolution, il y a le logo vert avec le mec avec la frise. Donc il faut aller sur Facebook, cliquer j'aime et là vous aurez toutes les coordonnées. Et il y a aussi les différents crews, parce que chaque village il y a des crews. Il faut juste demander au leader. Qu'est-ce que c'est qu'un crew? Un crew, c'est les groupes de danse. D'accord. Et donc il faut demander au leader que voilà, vous voudrez que mon enfant fasse partie. Et généralement les leaders sont très très contents d'accueillir
toujours du nouveau. Et laissez les jeunes venir et vous verrez que c'est que du positif. Merci beaucoup Wassé pour ce beau message de fin. C'est ici que s'achève cette émission. Je vous retrouve demain avec un nouvel invité, avec de nouvelles infos, toujours sur KTV.